Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Bonjour et bienvenue dans Y a rien à voir, votre émission jeunesse, culture et débat. Le mix qu'il faut pour bien passer un après-midi. Petit à petit, nous commençons à aborder des thèmes de plus en plus complexes pour essayer de faire du sens de ce monde multiproblématique. Aujourd'hui, nous allons discuter de la langue de bois, un thème super pertinent quand il s'agit de périodes d'élection comme maintenant, mais aussi dans notre quotidien, face à nos patrons et des fois même nos amis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout sauf ce qui est important. On dit que quelqu'un pratique la langue de bois quand cette personne utilise des instruments rhétoriques pour parler autour d'une problématique, pour cacher une vérité, en faisant semblant d'être honnête et des fois pour simplement manipuler des gens. C'est quand un politicien dit qu'on doit tous se responsabiliser pour ne pas dire qu'il va falloir payer plus pour recevoir moins. C'est quand notre patron dit que l'entreprise entière compte sur nous et que nous avons la gratitude de chacun et chacune pour ne pas dire que nos heures sup ne seront pas payées. Mais aussi quand vous dites au recruteur d'une entreprise que vous avez des années d'expérience dans l'administration, quand en réalité vous avez simplement maîtrisé la recherche Google avec des mots-clés comment, 3 petits points, OpenOffice. Le résultat, on ne sait plus à qui on peut faire confiance. Mais heureusement, avec nous aujourd'hui dans le studio, nous avons une personne avec beaucoup d'expérience dans la communication, l'ancien dirigeant général adjoint de la Caisse d'épargne Grande Est Europe. Bonjour et bienvenue, Monsieur Marian-Jacques Berthold. Bonjour. Dans quelques instants, on va faire une rubrique où on va découvrir un petit peu plus de vous, mais aussi je présente mes chers chroniqueurs. Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Très, très bien. Magnifique. Et Victor. Bonjour. Et avec nous pour la première fois que je suis ici, Corentin. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, Finalement, pour de vrai. Alors, enchanté, ravi de te rencontrer, Annette. Alors, mes chers chroniqueurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, comme aujourd'hui vous allez jouer le rôle d'expert des langues, est-ce que vous sentez des fois que votre propre langue commence à pousser des branches? Ça veut dire être en bois. Pierre. Moi, alors, vous savez, quand on me pose une question en général, moi, j'aime bien y répondre directement. Et c'est ce que je m'efforce de faire en tout et pour tout. Et c'est d'ailleurs ce que m'a inculqué mon parcours universitaire. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Madame Jeanne-Marie Tuffery-Indrieux, mon doyen, ainsi que Monsieur Christian Mestre, qui eux-mêmes, lorsqu'ils nous dispensaient leurs cours, avaient cette faculté de toujours aller au clair et à l'essentiel. Et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui se perd malheureusement chez les jeunes. Enchaîne. Oui, alors les branches sont bien présentes dans le studio. Ah on peut voir qu'elles poussent partout. Bien, alors dans quelques instants, on va découvrir notre invité du jour, Monsieur Marian-Jacques Berthold. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Tout d'abord, félicitations d'une carrière complétée et votre nouvelle liberté. Vous êtes depuis janvier passé à la retraite, n'est-ce pas? C'est exact, effectivement, une nouvelle étape de vie qui commence depuis le 1er janvier 2020, après une quarantaine d'années de vie professionnelle intense. Est-ce que vous pourriez, dans quelques mots, nous donner un indice de votre parcours des études jusqu'à ce moment-là? Alors, je suis alsacien, j'ai fait des études de sciences politiques à Strasbourg et de droit à Paris. Et ensuite, après le service militaire, j'ai démarré ma vie professionnelle à Bruxelles pendant 4 ans, où j'ai fait du lobbying bancaire pour les banques coopératives auprès des institutions européennes. Après cela, j'ai rejoint une banque régionale coopérative, le Crédit Mutuel, pendant 10 ans, avec différentes missions, travailler avec le président, une mission de prospection du marché américain à New York, et ensuite des responsabilités dans le domaine international, bancaire et d'accompagnement des entreprises au niveau du commerce extérieur. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Caisse d'épargne à Strasbourg pour m'occuper d'international, poste aussi ensuite de secrétaire général. J'ai ensuite pris la direction d'une filiale des caisses d'épargne à Reims, pour ensuite aller dans une direction générale d'une filiale à Paris. Et en 2007, je suis revenu en Alsace pour prendre un poste de direction au niveau de la Caisse d'épargne d'Alsace. Et j'ai fini mon parcours professionnel comme directeur général adjoint, comme vous l'aviez précisé, de la Caisse d'épargne Grand Est Europe,
qui regroupe exactement la région Grand Est, qui emploie 2800 collaborateurs et 350 agences bancaires. J'allais juste vous demander quel est le plus grand nombre de gens que vous avez dirigés, j'espère que ça se dit en français, dans le même temps. Alors, c'était quand j'étais membre du directoire de la Caisse d'épargne d'Alsace où je pilotais ce qu'on appelle le pôle ressources. J'avais effectivement dans mon pôle environ 150 collaborateurs. 150. Et est-ce que vous pourriez dire si ce nombre peut-être, ou peut-être un autre nombre de gens serait la taille d'équipe idéale pour vous? Si on veut avoir une conduite d'équipe ou ce qu'on appelle du management de proximité, je pense qu'au-delà de 10, c'est beaucoup. Et 10, c'est un peu pour moi la limite supérieure. J'ai rarement eu plus de 10 collaborateurs en relation directe, en hiérarchie directe. Après, c'est effectivement 150 personnes. C'est parce qu'il y avait des directeurs, des responsables de département, de services. Mais en direct, manager plus de 10 personnes, c'est pour moi un peu une limite. Et, pour garder justement la proximité avec les collaborateurs et les accompagner aussi. Et qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans un rôle de leader, de dirigeant? Ce que j'aime le plus, c'est effectivement animer des équipes, piloter des projets. Ce que j'aime le moins, c'est quand les vents sont parfois contraires. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et du soleil et du ciel bleu. Mais quand le chemin, comme le dit aussi une chanson, devient parfois rocailleux, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut se préparer effectivement, notamment dans le monde d'aujourd'hui, où avec l'impact des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, l'environnement bouge beaucoup, l'agilité qui est nécessaire. Et parfois, on n'est pas préparé à cela. On est un peu plus incertain. C'est aussi parfois le sel et le poivre d'une vie professionnelle. Donc ça, c'est les côtés que j'aimais moins. Par contre, piloter des équipes, les faire grandir, les amener vers des objectifs qu'on s'est fixés ensemble, ça donne beaucoup de satisfaction professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans la communication? Pour un petit peu aborder à notre sujet du jour, qu'est-ce que vous trouvez comme dirigeant dans la communication est la chose qui vous fait plus de défis? Je pense que c'est de dire la vérité. On va approcher progressivement de notre thématique de la langue de bois. Ce qui est parfois difficile, c'est quand vous avez des collaborateurs et lorsqu'il y a des entretiens, notamment d'appréciation ou d'évaluation, c'est de dire vraiment la vérité. C'est pas toujours facile de dire, surtout quand vous avez aussi des relations personnelles avec une personne, c'est de dire la vérité, ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Et je pense que si on veut effectivement avoir des équipes mobilisées, qu'on fait grandir, il faut dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas est parfois beaucoup plus difficile. J'ai aussi eu dans mon parcours professionnel des situations humaines plus difficiles lorsqu'il a fallu se séparer de collaborateurs ou parfois vous êtes proche d'eux et de dire que finalement la collaboration n'est plus possible, surtout quand on est chrétien aussi, ce télescope, disons les valeurs chrétiennes de la foi, mais en même temps l'impératif du pilotage d'une activité et aussi les relations humaines qu'il faut quand même, disons qu'il faut piloter correctement, quoi. Donc il y a des situations de séparation de collaborateurs, des situations où il faut dire la vérité aux gens, mais c'est absolument nécessaire, on en parlera certainement tout à l'heure, qui ne sont pas toujours faciles. Marianne-Jacques Berthold est notre invitée sur Y a rien à voir. Merci beaucoup pour cette petite découverte de votre profil. Et dans quelques instants, place au débat qui va être introduit par le billet de Pierre. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio Y a rien à voir. Pas un peu con, lui. C'est pas si simple. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi, ça peut aller assez loin. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je vous dis de la fermer. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a que la tape dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui? Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà, attaque de furie. Alors nous sommes aujourd'hui avec le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Georget. Le projet de loi du gouvernement portant réforme des retraites et obligeant les travailleurs à continuer de cotiser jusqu'à 2 semaines avant leur mort fait grand bruit. Pensez-vous que les critiques des syndicats et de l'opposition qui qualifient votre projet de plus grande escroquerie que la France ait connue depuis le débat du second tour sont fondées et qu'avez-vous à dire ?
Écoutez, les Français ont depuis toujours su répondre aux grands défis que le monde leur a posés. La mondialisation est ce nouveau défi. Et ce projet s'appuie sur de solides études montrant que nous sommes capables de nous démarquer de nos voisins européens dans un esprit de synergie propre à notre nation. On vient d'avoir un bel exemple d'une scène qui, à mon avis, n'est pas si improbable que ça. Penchons-nous un petit peu plus en détail sur la langue de bois, en définissant d'abord ce que c'est, puis à quoi elle sert, et enfin qui l'utilise. Alors la langue de bois, c'est quoi ? Est-ce que Geppetto était un spécialiste de la langue de bois en donnant la parole à Pinocchio ? Est-ce que la langue de bois, c'est ce qui permet au serpent de cracher son venin ? Est-ce que la langue de bois, c'est ce qui est parlé dans la forêt ? Tant de questions que je me pose, que j'écris dans mon journal intime, que j'ai montré à mon psy, qu'il a immédiatement montré à la police. La langue de bois est à l'éloquence et à la rhétorique ce que la flatterie est à la séduction. Une technique utilisée depuis toujours, que tout le monde connaît, ou du moins croit connaître, et qui, en cas de mauvaise utilisation, donne envie à la personne en face de vous de partir, car vous êtes aussitôt catalogué comme une personne fourbe et fausse. Plus sérieusement, c'est une technique qui permet d'esquiver la question en exagérant certains aspects minimes de la réalité ou en répondant à côté en utilisant de vérités générales inattaquables. Ce n'est pas un mensonge, c'est une pirouette. Mais alors à quoi ça sert ? La langue de bois est utilisée lorsque l'on n'est pas capable de répondre franchement à la question. En réorientant la question sur une vérité que l'on ne peut contredire, on s'assure du soutien de son interrogateur et donc de la victoire dans le débat. Arthur Schopenhauer, ça en fait 38. Qui l'utilise ? Alors, on a des champions de la langue de bois en France, des mecs qui devraient envisager une carrière dans le top 14 tellement ils arrivent à botter en touche, et d'autres qui postillonnent de la sciure à force de faire tourner la série derrière les gencives. On pense bien sûr aux politiques. En même temps, ils passent leur vie à répondre à des questions, c'est presque normal que de temps à autre, ça se transforme en Pinocchio lingual. Mais n'oublions pas nos dauphins, les sportifs. Pour dire que le vestiaire vit bien, on se concentre sur le prochain match, on continue de travailler comme il faut, l'entraîneur a mis en place une stratégie, là il y a du monde. Mais n'oublions pas que tout le monde en fait. Lorsque le journaliste demande au président du syndicat son avis sur la nouvelle loi et que ce dernier répond dans une envolée lyrico-bolchevique que les patrons sont tous des pourris, que les gouvernements c'est tous les mêmes, qu'ils ne font jamais attention au peuple, il fait aussi la langue de bois. Quand des parents demandent à leur fils comment se sont passés ses examens, ce dernier se transforme et pourrait donner des masterclass à tous les politiciens de la 5e République. Ah bah tu vois, c'était un sujet que j'avais un peu révisé, le prof nous avait dit pas trop, mais j'ai fait ce que j'ai pu, après tu connais, Victor, un commentaire sur cette pratique ? C'est totalement vrai. Voilà, si vous nous écoutez. Le souci avec la langue de bois, c'est qu'elle traduit une incapacité à répondre, on l'a dit. Que ce soit une incapacité fondée, comme la volonté de garder le secret, ou bien infondée, comme l'impossibilité de dire la vérité. Mais c'est un peu la même chose, non ? La langue de bois, en fait, c'est une toile que l'on jette sur une vérité trop complexe ou trop douloureuse à expliquer. Vous pensez qu'un sportif va pouvoir dire que ses coéquipiers étaient en fait tous claqués au sol, que son coach n'a pas une seule stratégie valable ? Vous croyez vraiment que Mbappé va dire ça de Thuram, alors qu'objectivement, si vous avez regardé le match, il n'y avait que dalle ? On en reparlera dans quelques semaines. Vous croyez que le ministre va dire que les intérêts des lobbies les ont contraints à renier les promesses de campagne et à faire tout l'inverse de ce qu'ils avaient promis ? La langue de bois, c'est une technique. Et comme toute technique, elle peut être utile si bien employée. Alors, monsieur Marion-Jacques Berthold, puisque vous êtes ici et que vous avez une carrière dans un domaine qui peut être considéré comme utile à la langue de bois, vos conseils pour bien manier la langue de bois. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, il n'y a rien à voir. Merci beaucoup, Pierre. Alors, monsieur Berthold, la question a été posée. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter la langue de bois ? Pour la manier. Pour la manier. Pour la manier. Pour la manier. Alors, d'abord, je voudrais dire que vous avez un peu décrit la langue de bois. Moi, je crois qu'il faut vraiment dire à quoi s'oppose aussi la langue de bois. Ça nous permettra aussi de répondre. Pour moi, la langue de bois, elle s'oppose au parler vrai, au parler franc, et à tout type de parole qui est marqué par tout ce qui est authentique, honnête et sincère. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, la discrétion peut être la frontière entre la discrétion et la langue de bois est très fine, parce que sur certains sujets, il faut parfois être discret et ne pas dire toute la vérité, en tout cas pas tout de suite. Et alors, ça peut tomber effectivement dans la catégorie de langue de bois. Mais je pense qu'il faut être très clair. Pour moi, qui suis chrétien, pour moi, la Bible, elle condamne la langue de bois. Et elle incite le chrétien, l'être humain, à avoir vraiment un langage de vérité, de sincérité pour guider l'existence de l'être humain. Alors cette langue de bois, on peut la trouver à différents niveaux. Je dirais au niveau personnel d'abord, au niveau, puisque nous sommes dans une radio chrétienne, au niveau de communauté religieuse aussi.
Elle peut se trouver au niveau des entreprises, on en parlera certainement tout à l'heure, et elle se retrouve souvent, et vous l'avez évoqué dans votre chronique, au niveau des hommes politiques et des États. Donc, tout à fait prêt à évoquer avec vous ces 4 types de situations, si vous le souhaitez. Pierre, je vois, tu as une réponse. Non, mais parce que je très content de cette réponse, qui est en fait un magnifique exemple en fait de comment utiliser la langue de bois, parce que j'attends toujours un bon conseil de langue de bois de la part de quelqu'un qui, je pense, a peut-être été amené à l'utiliser au cours de sa carrière, ou qui alors a réussi à ne jamais en faire preuve, et à ce compte-là, félicitations. Oui. On veut du concret. Oh, d'accord, mais il faut d'abord définir des choses pour être concret. Monsieur Berthold? Donc, la langue de bois, je dirais, il y a différentes duretés dans le bois, n'est-ce pas? Il y a du bois tendre et du bois très dur. Hein. Donc, je dirais, il est possible que dans certaines situations, on peut être amené à utiliser, je dois dire que je l'ai peut-être certainement utilisé une langue de bois, mais je dirais de bois tendre, par rapport à certaines situations de tension ou de crise, pour ne pas alarmer tout de suite les collègues ou même la famille, hein, d'une certaine manière. Je pense à un épisode où nous avons traversé, comme nous avons vécu aussi à New York, un jour le George Washington Bridge avec les enfants. Le vent commençait à souffler très fort et j'ai dit aux enfants dans la voiture, ne soyez pas du tout inquiets, la pluie va s'arrêter tout de suite quand on aura franchi le pont. Est-ce que c'est la langue de bois? Peut-être. Mais disons, je crois qu'on peut être amené effectivement dans certaines situations à utiliser une forme de langue de bois. J'ai toujours lutté contre la langue de bois dure, donc d'essayer d'être quand même dans une langue de bois soft, lorsque les circonstances l'exigeaient. Victor? J'aurais une autre petite question. En fait, vous avez l'air de décrire la langue de bois comme une sorte de forme de mensonge, en fait. Mais est-ce que parfois le mensonge n'est pas nécessaire en réalité? Alors, je l'ai dit, la langue de bois peut être dans certaines situations une forme d'échappatoire qui peut être nécessaire. Je pense à des situations de crise. Nous vivons aujourd'hui une crise sanitaire un petit peu en France et dans d'autres pays, bien sûr, à travers le monde. Je pense qu'il est difficile de dire tout de suite toute la vérité immédiatement pour ne pas céder à des situations de panique. Je pense à des situations aussi de tension militaire, où il peut y avoir un moment, je pense, au niveau de la guerre froide. Est-ce que les hommes politiques n'ont pas essayé effectivement de minimiser un peu les risques qui pouvaient exister à un moment en utilisant justement la langue de bois? Donc dans ce cas-là, dans certaines situations particulières, je pense que la langue de bois peut être utile pour rassurer, éviter que des situations de panique se développent. Donc, je peux dire dans ces cas-là, pourquoi pas. Mais je dois dire que ça ne doit pas être la langue du quotidien. Elle doit être réservée à certaines situations pour rassurer, éviter qu'il y ait de la panique, aussi par rapport à une situation familiale que je viens d'évoquer pour créer des tensions au niveau d'une famille. Mais ça doit être utilisé d'une manière très méthodique et très ciblée. Oui, Corentin, tu as quelque chose à Oui, ajouter? j'avais aussi une interrogation plus dans le domaine de l'entreprise, donc le domaine que vous connaissez. Notamment ces dernières années, enfin récemment en tout cas, avec tous ces termes de Startup Nation, on a vu apparaître un vocabulaire dans le monde de l'entreprise de plus en plus alambiqué. Quand on parle de restructuration, de latéraliser, est-ce que ça aussi, tout ce vocabulaire, ce nouveau vocabulaire, c'est pas là pour, dans le monde de l'entreprise en tout cas, faire de la langue de bois et à la place de dire licencier, on dit restructuration de l'entreprise? Oh, on rentre dedans avec des questions super, super concrètes. Monsieur Oui, Berthold. alors je pense que le monde de l'entreprise a beaucoup changé, je l'ai vu au cours des dernières années. Si autrefois la langue de bois pouvait être pratiquée plus largement en disant non, non, il n'y a pas de problème, nous vivons une crise passagère, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu de profondes évolutions à la fois dans l'environnement, de la manière dont sont pilotées les entreprises et dans la manière dont on conduit les équipes aujourd'hui. Le mode de management ou de conduite d'équipe est beaucoup plus participatif aujourd'hui. Les jeunes, et notamment la génération X, Y ou Z, comme on appelle, dont vous faites partie, sont beaucoup plus attachés à un langage de vérité, de transparence. Je suis profondément convaincu qu'on ne peut pas mobiliser des équipes si on n'est pas vrai dans l'entreprise.
vrai à la fois vis-à-vis des collaborateurs. Je l'ai dit avant, les moments qui sont parfois pas simples quand il faut dire la vérité aux gens, mais c'est aussi pour les faire grandir. Mais surtout aussi par rapport au développement, aux défis, aux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Il faut dire la vérité, le parler vrai. Je suis convaincu que c'est ça qui, dans le long terme, assure la pérennité de la mobilisation des collaborateurs. On peut utiliser des artifices, on peut utiliser la langue de bois, ça tient un moment, mais je ne pense pas honnêtement que ça tient dans la durée. Donc, le mode de management participatif, le fait que les jeunes aujourd'hui et les collaborateurs veulent comprendre où est-ce qu'on va, avec quelle force et quelles sont les faiblesses dans l'entreprise, il faut dire la vérité. C'est ce qui amène l'adhésion et la mobilisation et l'engagement des collaborateurs. Je l'ai expérimenté. Donc, je crois profondément que la langue de bois n'a pas réellement sa place dans l'entreprise d'aujourd'hui. Mais pourtant, oui, on continue de voir ces mots restructurés à tout bout de champ pour mettre des mots sur autre chose. Oui, alors restructurer, c'est pas de la langue de bois, c'est dire la vérité. Oui. C'est-à-dire, quand il m'est arrivé effectivement de devoir me séparer de collaborateurs, je ne vais pas l'accueillir dans le bureau en disant que tout va bien, mais finalement, à la sortie, il faut qu'on trouve une solution de se séparer. Je crois qu'il faut expliquer aux collaborateurs et expliquer que le monde change, qu'une entreprise aujourd'hui est un corps vivant, en mouvement, que si on ne s'adapte pas, l'entreprise connaît des difficultés. Donc la restructuration, le changement fait partie du quotidien de l'entreprise. Et je le redis, pour moi, ce qui est important, c'est de dire la vérité aux collaborateurs et de dire la vérité sur la situation de l'entreprise. Mais pourrait-il avoir quelques vérités qu'il ne faut pas dire? Pierre? Oui, sinon ça me faisait penser en fait ce que vous disiez avant entre la très fine limite entre ce que Victor qualifie de mensonge et la langue de bois. Pour reprendre l'exemple que vous avez mentionné avec vos enfants quand vous étiez sur le pont, au début je me suis dit c'est pas de la langue de bois. Simplement elle essaie de les rassurer. En plus là il y a le rôle de père, c'est tout à fait normal. Je me suis dit la langue de bois c'est quelque chose de plus insinueux parce qu'il y a une volonté de tromper. On dirait, certains diraient de la manipulation. Voilà, il y a une volonté de manipulation. Puis ensuite je me suis dit... mais d'un autre côté, il a aussi voulu les tromper. Il leur a menti sciemment. Alors, il a voulu les tromper pour une bonne raison, mais il a quand même voulu les tromper. Et du coup, en fait, je me dis, où est-ce que vous tracez la limite entre la volonté de tromper pour une bonne raison? C'est rare que quelqu'un veuille tromper pour une mauvaise raison. Quand on lui demande son avis, c'est toujours pour le bien qu'il va le faire. Personne ne va vous dire, oui, je suis un salaud, j'ai essayé de te la mettre. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il va le penser? Bah oui. Je pense, il n'y a personne qui se considère comme un méchant, je pense. Vous demandez même à un lobbyiste des armes, je ne sais pas si vous en connaissez un personnellement autour de la table. Non. Un ancien collègue. Non. J'ai fait du lobbying pendant 4 ans à Bruxelles, auprès des instances européennes. C'est vrai, vous avez raison, la frontière est très ténue, entre le mensonge, la langue de bois, la volonté de pas... La manipulation aussi. Manipulation. Et ce que vous avez dit, le fait de devoir cacher certaines choses, on en parlait avant émission, pour des questions de sécurité nationale par exemple, ce genre de choses, on dit, ah oui, vous avez raison, il faut cacher. Oui, mais à quel moment alors on va décider de tracer la limite? Je pense que c'est les circonstances, d'une part, qui donnent aussi qui donnent les éléments pour pouvoir tracer la limite. Et je dirais, moi, en tant que chrétien, je dirais, pour moi, la foi, ce que je vis, d'essayer de traduire ce que je crois, pour moi, c'est ça qui m'aide beaucoup pour ne pas franchir certaines limites. Donc, la foi et les circonstances, pour moi, c'est des éléments qui me font basculer de l'un ou de l'autre. La foi relevait aussi en réponse de la part de Victor. J'ai une autre question justement dans la suite de ce que vous dites par rapport justement à la foi et toutes ces questions-là. Est-ce que le discours religieux ne peut pas être d'une certaine manière perçu comme de la langue de bois parfois? Monsieur Berthold? Alors, dans le monde, vous parlez dans le monde de l'entreprise ou non? D'une manière générale. D'une manière générale. Dès qu'on invoque justement cette idée de la déité qui vient aussi expliquer des choses qu'on ne comprend pas forcément, comme vous dites par rapport à l'exemple de vos enfants au pont, est-ce que parfois le discours religieux, dans certains cas, n'a pas pu s'apparenter justement à cette langue de bois qui cherche à tromper une vérité qu'on ne pourrait pas assumer réellement? Il faudrait dire que Victor n'est pas le plus grand fan de la religion quand il sort. Allez, ça c'est envoyé. Non, mais quand même la question,
valide. balance. Alors moi, j'ai fait ma confirmation. Du coup, est-ce que j'ai le droit de critiquer en ayant l'étiquette d'un fan? Non. Parce qu'en fait, j'avais aussi une question sur ça qui venait juste après. Laisse le monsieur Laisse répondre. répondre, Monsieur Berthold. Disons effectivement, pour des non-croyants, quand on affirme sa foi, hein, ça peut parfois même souvent être considéré comme de la langue de bois, ou pour se donner bonne conscience, n'est-ce pas? Je pense que c'est à ça aussi que vous pensiez. Donc, je pense que entre le message émis et le message reçu entre un croyant et un non-croyant par rapport à la vérité biblique qu'on vit, chacun peut effectivement, l'un peut voir la langue de bois chez l'autre à ce moment-là. Hein, ça, je partage bien cette vision que vous évoquez. Pierre. Non, ce que je pensais par rapport à la religion, c'était que effectivement la langue de bois, c'est donc c'est pas un mensonge. Hein. Pour moi, la langue de bois, faut en compte, c'est pas un mensonge. C'est une. Je citais Schopenhauer avant. Quand j'ai 38, il nous a fait 37 stratagèmes pour avoir toujours raison. Ouais, si je me souviens bien du titre. Bien, messieurs, vous validez. Alors, il les a pas nommés. Ça veut dire qu'il y en a peut-être un qui l'explique clairement. Mais pour moi, c'est juste un stratagème pour, comme je dis, détourner. Simplement botter en touche en se focalisant sur un petit aspect, un petit détail de la réalité. Quand j'ai fait dire avant à Victor et Corentin que oui, les Français ont toujours su répondre, machin, ça, si on y pense, c'est pas totalement faux. Je veux dire, on arrive toujours à se placer dans un petit top 10 des puissances mondiales, tranquillement, c'est qu'on a quand même réussi à s'adapter. C'est pas totalement un mensonge. C'est la vérité, seulement, c'est pas la question qu'on vous a posée, en fait. Du coup, la religion, en fait, pour revenir à ce sujet, moi, me fait penser aussi à la langue de bois quand on pose une question concrète et que derrière, on se retrouve avec une réponse mystique. Je prends des exemples en pagaille comme ça, j'en ai. Les mystères, les anges, la Sainte Trinité, l'incarnation dans l'Eucharistie, l'Apocalypse, les enfers, la vie après la mort. On pourrait quasiment prendre chaque livre de l'Ancien et du Nouveau Testament et en sortir une vingtaine. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui a mis son bâton au-dessus de la mer Rouge et laissé fondu en deux? Quand on va poser des questions concrètes, toutes ces questions concrètes, en fait, c'est qu'on me les a posées. J'ai été catéchiste aussi pendant longtemps et on m'a posé toutes ces questions. Et moi, quand il y a un gamin de 13 ans qui me fait « Mais est-ce qu'il y a vraiment des sauterelles qui sont tombées sur l'Égypte pendant 5 jours et 5 nuits et le Nil, il est devenu tout rouge ?» Moi, je suis en mode « Écoute, cousin, qu'est-ce que tu m'emmerdes ?» Voilà, mais si là, et là, bah, tu ressors tous les autres trucs qu'on te connaît. Oui, mais tu sais, l'important, c'est en fait, c'est les béatitudes, c'est aimer son prochain, tout ça. Oui, d'accord, mais lui, il veut savoir s'il y a vraiment des anges, s'il y a vraiment, si ça s'est vraiment passé comme ça, comme ça ou comme ça. Aussi, ce qu'on lui raconte, c'est des cracks. Et la religion, ça je parle de la religion chrétienne, hein, mais je pense que les autres, c'est pas le monopole de Jésus, hein, tous les autres c'est pareil. La religion chrétienne a ça que quand il faut botter en touche, quand la question est trop complexe, elle est quand même très très forte. Vous pensez pas? C'est vrai, c'est vrai. Alors je réponds à ces questions, je veux dire, mais c'est avoir la foi, c'est ça, c'est-à-dire aussi croire des choses qui peuvent être difficilement crédibles aux yeux des autres ou des non-croyants. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle, souvent à donner à des situations, celles que vous avez évoquées. Et pour moi, je dirais, c'est la foi. Hein, j'y crois. Et je ne cherche pas, effectivement, à trouver des explications rationnelles. Et le fait d'affirmer sa foi peut effectivement paraître chez l'autre comme de la langue de bois, c'est-à-dire, en fait, de ne pas dire, de ne pas avoir, parce que le contraire de la langue de bois, c'est aussi le parler vrai. Donc, ce n'est pas le parler vrai à ce moment-là pour l'autre, mais pour moi, c'est une question de foi. Nous avons arrivé très vite à de la langue de bois, que je pensais va être un sujet plutôt politique à la fois. Je vous rappelle que vous écoutez Il n'y a rien à voir sur la langue de bois et notre invité du jour, c'est Marion-Jacques Berthold. Prenons une petite pause de détente. Je vous propose dans quelques instants la parenthèse de Corentin. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, il n'y a rien à voir. Et oui, bonjour et bienvenue pour cette première parenthèse de l'année. En live, je prends le train un peu tard, mais je suis là. Alors, une parenthèse qui va vous permettre de traduire toutes les phrases que vous entendez et qui découlent directement de cette fameuse langue de bois. Alors, pour les médias et les journalistes, la langue de bois, c'est un peu l'ennemi de la vérité. Un discours calibré, rigide, passe-partout pour s'extirper de toutes sortes de situations et donc pour pas répondre à la question. Quand dans Zelda, vous demandez à l'arbre Mojo où se trouve l'épée légendaire et qui vous répond « Suis ton cœur et tu la trouveras », on peut facilement parler d'une langue de bois. Alors, il y a tout un tas de techniques pour s'en sortir, que ce soit dans la politique, dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours.
Plusieurs options s'offrent à vous si vous ne voulez pas répondre à une épineuse question. Alors, première option rhétorique, l'appel à la flatterie. Alors, une technique consistant à louer de compliments la personne en face qui nous pose la question, dans l'intérêt non seulement de gagner du temps et d'espérer que tout le monde ait oublié la question, mais surtout pour espérer que la personne en face s'attendrisse et ne renouvelle pas la question. Un exemple tout de suite. Monsieur Sarkozy, de nouveaux éléments dans l'enquête sur le financement libyen ont circulé. Tout porte à croire que vous êtes impliqué dans cette affaire. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Écoutez, vous savez, monsieur Fritsch, j'ai énormément d'admiration pour vous. Je considère que vous effectuez un travail difficile, avec un sens du professionnalisme qui vous caractérise. Vous savez, je vous écoute beaucoup à la radio. Et j'aime votre authenticité et votre moustache. Vous n'avez pas peur de dire les choses, vous êtes un mec mortel. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ne vous abaissez pas à ce genre de questions. Vous valez mieux que ça. Ah, c'est beau ce que vous portez, c'est quoi ? C'est du tissu. Bref. Je viens de gagner quelques précieuses secondes en ne répondant pas à la question et je peux maintenant basculer sur le second exemple, la diversion. Très simple aussi, commencer à parler de quelque chose de complètement différent en balayant une question qualifiée de sans intérêt. Parce que ce qui compte, c'est la réponse. Un autre exemple. Mais monsieur Hollande, vous êtes très critique à l'égard d'Emmanuel Macron, alors qu'il a été votre ministre de l'économie il y a encore 3 ans et qu'il a été quand même l'artisan de votre politique économique. Et pourquoi ce revirement ? Écoutez, j'entends votre question, mais l'heure n'est plus au passé. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant, c'est voir vers l'avenir. Et ce que je propose, c'est un avenir meilleur avec de nouvelles solutions, plus mieux encore qu'avant. Donc là, et en plus, j'ai rajouté ce qu'on appelle une tournure métadiscursive. J'entends votre question, c'est-à-dire une tournure où une personne commande son propre propos, ce qui accentue davantage la formule. Ensuite, on a 2 petites techniques sympas, l'euphémisme et l'oxymore. Alors, ces 2 figures de style sont un grand truc des entreprises ou des politiques, surtout des politiques économiques, mais pas que. Cela consiste, pour l'euphémisme, à minimiser la réalité par un autre terme plus alambiqué, et pour l'oxymore, de mettre un terme positif à un terme négatif, ou inversement, pour donner l'impression que finalement, ça va, c'est pas si grave. Un autre exemple. Vous vouliez me voir, monsieur ? Oui, tout à fait, installez-vous. Je vous convoque parce que notre entreprise est en pleine croissance négative. Nous devons donc latéraliser quelques-unes de nos compétences dans le bien de la structure. Je tenais donc à vous remercier et à vous souhaiter bon vent. Alors là, on a la croissance négative à la place de récession, latéraliser à la place de mettre de côté, ou encore le terme remercier dans le sens licencier. Quelques autres techniques en vrac. On a le retournement de question, où la personne repose une autre question à la personne qui vient d'en poser une. Une technique Rabbi Jacob qui se rapproche de la diversion. Et dernière technique, l'oubli. Ça marche très bien avec le fameux « je me souviens pas », beaucoup utilisé par Bernard Prénat. Ou alors, vous savez, on rencontre tellement de monde que je peux pas me souvenir de tout. Ou encore, qui êtes-vous ? Mais généralement, là, c'est plus de la langue de bois, c'est plutôt un souci médical. Donc voilà un peu quelques techniques de rhétorique et de vocabulaire si vous souhaitez faire passer la pilule à quelqu'un. Si votre coup d'un soir vient vous voir en vous demandant « est-ce que tu m'aimes ?», vous saurez comment vous en sortir. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir. Merci beaucoup, Corentin, De pour rien. cette parenthèse. C'est génial, on fait participer toute l'équipe. T'es sûr que tu dois répartir à Grenoble? Tu peux pas être avec nous oui. live chaque semaine? Non. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis en école de journalisme là-bas. Oh putain. Ah. Et il te reste longtemps encore à étudier? Il me reste 1 an et demi. Et ensuite, vous vous inscrivez à Pôle emploi ? Exactement, c'est ça. Après, je vais tous les matins aller au Pôle emploi, tout à fait. Bon, mais on espère qu'on va pouvoir avoir tes parenthèses maintenant chaque semaine sur tous les thèmes que nous allons aborder. Je vais faire Monsieur mon max. Leclerc, comment Le est-ce que- charbon, Corentin. Je vais faire mon max. J'ai eu pas mal de travail ces derniers temps, mais oui, je vais essayer d'en faire une toutes les semaines. Monsieur Bertel, vous avez apprécié les petites parenthèses? Oui, je crois qu'on a besoin de rire et de sourire dans notre quotidien. Je pense que vous avez, tout en poussant à l'extrême différentes situations, mis quand même en évidence ce qu'on rencontre dans le paysage politique, que ce soit français ou international. Je pense qu'il y a la démocratie aujourd'hui dans notre pays, enfin dans nos pays occidentaux, je crois, tolère quand même de moins en moins la langue de bois. Je le vois, le citoyen aujourd'hui a besoin de connaître la vérité, on le voit. L'immédiateté de l'information, les réseaux sociaux, pour moi, ce sont des indicateurs, enfin, ce sont des éléments qui luttent contre la langue de bois. Je crois profondément à cela. Je crois qu'elle est très pratiquée par certains dirigeants sur le plan mondial. Je pense, quand j'écoute parfois Donald Trump, je ne parle pas des dictateurs en Corée du Nord ou d'autres qui pratiquent ce type de langage.
Mais je pense que nos sociétés, avec la volonté de savoir, l'immédiateté de l'information, de savoir la vérité, par exemple, sur le changement climatique, tout cela lutte pour moi contre la langue de bois. Et c'est bien, je trouve que c'est bien, parce que l'être humain a besoin de vérité, de transparence aujourd'hui. On veut savoir, regardez ce qui se passe avec la crise du coronavirus. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe, où sont les vrais risques. La langue de bois, les politiques perdent leur crédibilité. Je crois que s'ils utilisent la langue de bois de nos jours, enfin en tout cas dans les démocraties. Alors maintenant, on va continuer le débat avec la parenthèse de Victor. Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir. Ah, la langue de bois. C'est quand même une superbe expression, une belle expression qui ne veut absolument rien dire. Et c'est bien pour ça qu'elle marche, c'est parce qu'elle ne veut rien dire. Un homme politique ou un chef d'entreprise peut étaler sa langue de bois sur des kilomètres et vous pouvez être sûr que certains continueront à suivre la ligne. Parce que, Monsieur Berchtold, vous nous avez donné une bien belle définition de la langue de bois. Vous nous dites que c'est un message intentionnellement truqué, c'est vrai, c'est même carrément pertinent, mais, quand vous dites que la langue de bois est forcément une parole coupée de la réalité, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. Non, j'ai posé la même question à Pierre hier, qui lui m'a dit que la langue de bois était comme une technique qui permet d'esquiver en exagérant certains aspects minimes de la réalité. C'est pas un mensonge, mais c'est une pirouette. Bon, ajoutez à cela sa chronique acrobatique de tout à l'heure, et nous avons là, messieurs, deux parfaits exemples de définition de la langue de bois qui se battent en duel. Et on a aussi Corentin qui nous a donné quelques petits exemples rhétoriques. Et bien, maintenant, que faire de tout cela ? En avant, c'est le cri de guerre. Au diable les idéologies, laissons ça aux généraux. C'est ce que pourrait dire un responsable d'entreprise. Un bon cadre sup se doit d'être direct, droit et surtout sans langue de bois. C'est ce que vous semblez défendre, Monsieur Berchtold, sur la question de la langue de bois en entreprise. D'accord, faisons comme ça. Vous semblez défendre également que l'idée de la discrétion, la non-transparence en entreprise était dans certains cas nécessaire et ne devait donc pas s'assimiler à de la langue de bois. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est justement quand il s'agit de cacher quelque chose que la langue de bois révèle toute son agilité. Certes, c'est une pirouette qui s'apparente plus à une excuse qu'à un réel argument, mais elle est parfois nécessaire. Car si les politiques et les chefs d'entreprise utilisent la langue de bois, c'est bien parce que c'est plus facile. Bon, mise en situation. Que diriez-vous à un enfant qui vous demande comment on fait les bébés ? À un singe qui voudrait connaître le fonctionnement de l'univers. Vous ne pouvez décemment pas leur expliquer en détail en utilisant un vocabulaire cru ou technique, non pas par pudeur ou un quelconque mépris pour eux, mais bien parce qu'ils ne comprendraient pas. Et c'est là que le bas blesse. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et la langue de bois, c'est le bois petit derrière qui est encore caché. Nos dirigeants, eux, l'ont bien compris. Et en disant cela, je ne réfute pas le fait que beaucoup l'utilisent trop, mais il s'agirait de ne pas être de langue de bois en acceptant que celle-ci peut être un outil, sans être bien sûr de mauvaise foi. Plutôt que de combattre la langue de bois, il vaudrait mieux l'assumer. Assumer que c'est un outil de communication qui s'assimile à une facilitation du langage, qui permet à celui qui dirige d'apaiser les troupes et de gagner du temps. Un bon dirigeant ne ment jamais, mais ne dit pas vraiment la vérité. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a 3-4 personnes qui parlent de la même chose, mais qui l'expliquent pas pareil. C'est aussi ça, le problème de la langue de bois. Ce terme a tellement été tordu qu'on sait plus vraiment de quoi il parle. Mais il faut bien me trouver une porte de sortie, et c'est peut-être là que je vais vous poser cette question. Est-ce qu'à l'heure aujourd'hui, Monsieur Berchtold, du fact-checking et des nouvelles manières de diriger ou de communiquer en entreprise, la langue de bois n'est-elle pas simplement vouée à disparaître ? Je l'ai... Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, il n'y a rien à voir. Oui, Monsieur Berchtold. À disparaître, à s'atténuer de plus en plus, je pense. Je l'ai dit, notre besoin de transparence, de connaître la vérité sur la crise sanitaire que nous vivons, vérité sur le changement climatique. Il y a beaucoup de mouvements qui se battent pour la vérité dans la société d'aujourd'hui. Vérité aussi dans le monde de l'entreprise. Les syndicats veulent connaître et sont aux côtés des salariés aussi pour connaître, pour aider si ils se sentent confrontés à des dirigeants qui ne disent pas la vérité, à ce que cette vérité émerge dans l'entreprise. Donc il y a une tendance dans nos sociétés, avec l'immédiateté de l'information, avec les réseaux sociaux, à combattre la langue de bois. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, elle recule. Je pense qu'elle recule entre une société telle qu'on la connaît en 2020 et celle qu'on a peut-être connue en 1920. C'est pas la même société, et je pense qu'elle était beaucoup plus pratiquée au début du XXe siècle qu'elle ne l'est pratiquée au début du XXIe siècle. Alors, je vois, Pierre, tu as une réponse ?
Une réponse non, parce qu'il n'a pas posé de question. En revanche, une petite interrogation. Vous dites qu'elle recule. Je pense pas, parce qu'en fait, je pense juste qu'elle a évolué. Que la langue de bois, c'est un Pokémon et qu'on est aujourd'hui à la version de... C'est laquelle la dernière version de Pokémon? Enfin, dernière génération, Corentin? Épée et bouclier. Épée Épée et bouclier, voilà. Donc Victor est meilleur que toi à Pokémon, Non, ça fait un point pour Victor. Non, c'est pas possible. Si, il est meilleur Non, que toi. Il est meilleur que toi. Ok. Voilà, ok, recentrons, comme on nous le dit. Je pense juste qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a une facilité d'accès à l'information qui nous permet de plus facilement décrypter la langue de bois. On peut regarder tous les débats de l'Assemblée nationale, du Sénat. On a tous perdu des mercredis après-midi sur LCI. On peut avoir accès à toutes les interviews des ministres, des conseils des ministres. Encore une fois, les fameux mercredis matin, si on veut. Mais tout ça, en fait, a juste, je pense, poussé ces pratiquants de la langue de bois à s'améliorer. Comme je le disais, la langue de bois, c'est une technique. Ça veut juste dire qu'on a dû faire évoluer la technique et qu'aujourd'hui, justement, quand on dit, comme le disait Corentin, on a une croissance négative, on va devoir restructurer une condition et on vous remercie, blablabla, aujourd'hui, ça passe plus. Par contre, on peut avoir des techniques de langue de bois plus élaborées. Je pense simplement que la langue de bois ne pourra jamais disparaître. C'est juste qu'elle a évolué parce qu'on ne peut pas, à partir du moment où on dirige quelque chose, être totalement franc avec tout le monde. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité et qu'on transmet toutes les informations à tout le monde. Et c'est là que j'ai envie de... Si on avait M. Churchill avec nous, il pourrait être de mon avis, je pense, en disant que quel est le meilleur argument contre la démocratie? Parlez 5 minutes avec un électeur moyen et vous comprendrez pourquoi. Ben, c'est exactement ça. Est-ce que je me mets dans l'électeur moyen, hein, ne croyez pas que je suis dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer à tous les électeurs en France les conditions, les enjeux climatiques, toutes les politiques internationales, toutes les pressions économiques qu'il peut y avoir sur nos partenaires commerciaux, sur pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'associer avec telle ou telle personne, pourquoi est-ce qu'on vend des armes, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas simplement la cigarette alors que c'est mauvais pour la santé, pourquoi est-ce qu'on continue à le lobby du lait, tout ça. Beaucoup de questions, oui. Beaucoup de questions, c'est juste des exemples. La question est que, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut disparaître ou simplement que ils sont arrivés, les gens qui l'utilisent, à simplement devoir travailler pour en avoir une un peu plus précise et continuer à nous la mettre de façon tout aussi discrète. Monsieur Berthold? Oui, peut-être elle a, effectivement, en vous écoutant, elle évolue, certainement. Elle devient peut-être moins perceptible, moins grossière, plus fine, peut-être même plus insigneuse aussi. Vous avez raison, elle est plus difficile, donc elle devient plus insigneuse. Donc je crois qu'elle se transforme, elle s'adapte aussi à la société d'aujourd'hui. Elle continuera, c'est sûr, d'exister dans différents cercles, ça c'est clair. Mais comme dit, je pense qu'elle ne disparaîtra jamais complètement, ça c'est sûr. Mais si on veut effectivement responsabiliser, comme dit les collaborateurs dans l'entreprise, responsabiliser les citoyens aujourd'hui, la langue de bois grossière n'a plus sa place. Alors, elle est peut-être plus, comme dit, plus fine. Oui, mais on dit aujourd'hui, dans le discours politique, quand on analyse comment est-ce que le politique parle, on dit que la langue de bois a évolué à faire semblant de parler vrai. Ce qu'on appelle parler cash. Je pense que vous devez savoir mieux que moi, mais Nicolas Sarkozy a dit d'avoir pratiqué ça beaucoup et aussi les exemples de Macron quand il baisse un petit peu son niveau de langage normalement soutenu pour apparaître plus accessible aux gens. Celle-là aussi serait un exemple de langue de bois, Corentin? Alors moi, je pense que c'est surtout que comme disait Pierre, il y a tout un tas de nouvelles techniques qui sont rajoutées sur la langue de bois et des techniques, c'est le parler franchement, le donner l'impression de parler vrai. Donc avec tout plein de tournures, je vais vous dire franchement, je vais pas tourner autour du pot et tout. Et tout ça qui permettent aussi de préparer un discours qui finalement, on n'apprendra pas grand-chose. Finalement, c'est ça, je pense, le plus gros problème de la langue de bois, c'est de passer à travers, c'est d'essayer de comprendre. Et c'est le gros problème qu'ont tous les journalistes avec les gens qui y parlent, c'est d'essayer de décrypter, de reposer sans cesse les mêmes questions pour finalement avoir, quand ils éteignent le micro, quelqu'un en off qui leur dit exactement ce qu'ils voulaient entendre, qu'ils ne pourront pas réutiliser. Je pense que c'est le plus gros problème de la langue de bois. Ça, je pense que c'était un petit peu l'un des premiers arguments de l'extrême droite. Je crois Jean-Marie Le Pen quand il a fondé le Front National, très dur à dire. Marine Le Pen après aussi dans ses campagnes. Et un peu de ces politiques qui justement fondaient leur campagne sur le fait que non, nous on n'est pas de leur caste, c'est leur terme qu'ils employaient. On n'est pas de la caste des politiques, on dit les choses franchement, on dit la vérité. Alors qu'en fait, pas vraiment. C'était une démagogie différente, mais ça restait une démagogie. Et aujourd'hui justement, se parler vrai, Macron, je pense justement, lui reproche ça.
C'est l'inverse. Macron, peut-être que, alors si je devais le On défendre, lui rapproche tout. on lui reproche tout, c'est vrai. Mais on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut quand même lui accorder, si je devais le défendre, que justement, on voit ce que ça donne quand justement il est peut-être trop technique ou qu'il parle avec un vocabulaire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Directement, il va se faire taxer aussi. Donc le souci, c'est que tu dis parler vrai, se changer pour les autres, ça marche pas tellement non plus, parce qu'on a vu ce que ça a donné avec lui. Quoi qu'il fasse, il se faisait taper dessus. Du coup, j'ai une question. Est-ce que la langue de bois ou accuser quelqu'un d'utiliser la langue de bois pourrait être une technique de discréditer la personne, du coup aussi faire la langue de bois? Monsieur Bertal? C'est ce que vous venez de dire, d'une certaine manière. Hein. Oui, tout à fait, je le pense. Oui, Victor? J'ai du coup 2 questions que je vais enchaîner. La première, c'est est-ce que vous, dans votre pratique, dans votre vie professionnelle, on vous a déjà dit que vous pratiquiez la langue de bois? Enfin, on vous a déjà attaqué en vous disant vous êtes de langue de bois, dites-nous la vérité, etc. Non, je n'en ai pas de souvenir. D'accord. Vraiment. Parce Je n'ai que- pas de souvenir que Jusqu'à on m'a maintenant. dit tu dis pas la vérité, tu masques les choses. Non, à ma connaissance, non. D'accord. Parce que justement, dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, au final, c'est que la langue de bois est vouée à disparaître, mais en même temps, elle ne va pas vraiment disparaître. Mais moi, j'ai plutôt une autre question qui est plutôt celle de la vérité en soi. C'est ce que j'essaie de dire dans ma chronique, c'est que parfois, les gens ne sont pas forcément prêts face à la vérité. Vous parliez par exemple des crises sanitaires ou des cas de terrorisme, par exemple, où ne pas dire tout de suite était finalement utile. Mais comme vous l'avez dit, ça, c'est pas vraiment de la langue de bois. Ce qui moi, me fait vraiment poser des questions, c'est si un chef d'entreprise ou un dirigeant d'entreprise devait véritablement dire la vérité, c'est pas toujours une vérité qui va faire fonctionner son entreprise. Parce que quelqu'un qui va diriger une entreprise de manière amorale, parce que c'est quand même le fond de la question, c'est est-ce que la langue de bois, c'est simplement un manque de moralité? Et un dirigeant d'entreprise qui va diriger son entreprise, non pas pour la faire fructifier elle, mais pour faire fructifier sa fortune, ce qu'on a avec ceux qui rachètent des entreprises, les liquident et puis en vendent d'autres, est-ce que la disparition de la langue de bois n'est pas finalement dangereuse pour ceux qui voudraient justement diriger une entreprise correctement? Et donc, plus largement, est-ce que la morale a sa place dans le monde de l'entreprise? Monsieur Bertal? Je le crois profondément que la morale a sa place dans l'entreprise parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, le salarié, le collaborateur d'aujourd'hui, il veut comprendre où on va, où on en est, où est-ce qu'on va. Et je crois profondément que c'est le langage de vérité qui amène les collaborateurs à une fidélité et à une mobilisation dans l'entreprise. Donc, je crois profondément que la morale a sa place dans l'entreprise, le respect de l'être humain. Respect, ça veut dire aussi lui dire la vérité. Oui, je le crois profondément. Mais comment est-ce qu'on sait quand quelqu'un dit la vérité? Je reviens un petit peu toujours sur celui qui dit que c'est la langue de bois. Comment est-ce qu'il sait? Est-ce que c'est pas lié à une espèce de méfiance ou qu'il ne croit pas en général en cette personne, qu'il peut-être l'aime pas personnellement? Parce que comment on peut être sûr? C'est ça. Pour continuer de prêcher pour ma paroisse, la langue de bois, en fait, comme dit, c'est pas quelque chose d'officiel et d'acté. On peut pas dire là tu fais de la langue de bois. C'est un outil rhétorique. Si maintenant je commence à me lancer dans un sophisme, une personne qui va écouter le débat à l'extérieur pourrait dire ah là justement il commence à utiliser un sophisme un petit peu, c'est chaud. Moi je vais faire non, c'est simplement mon argument. C'est la langue de bois étant juste un outil rhétorique et un outil et une façon de contrer une question quand on sait qu'on va se faire battre sur cette question. C'est très compliqué d'admettre objectivement de tous que là j'ai fait de la langue de bois. Et en fait c'est simplement la position de l'autre en face qui va déterminer si vous en faites ou pas. Et il va utiliser la langue de bois parce qu'il peut utiliser, mais il peut vous qualifier de menteur, peut vous qualifier d'hypocrite, d'escroc, de vendu, de ce que vous voulez. Ça va être exactement comme dire que vous pratiquez la langue de bois. C'est juste qu'il n'est pas d'accord avec vous et donc en gros il va vous insulter. La langue de bois dans la bouche de l'autre c'est une insulte alors que dans notre bouche c'est un outil rhétorique quand on sait qu'on a le désavantage. Oui, mais aussi, on peut toujours dire la langue de bois quand on ne comprend pas quelque chose. Si vous avez dit aussi que Macron, il est accusé d'utiliser de la langage super technique. Et si on est d'accord que la langue de bois, c'est les outils pour faire comprendre moins, est-ce qu'en utilisant les termes plus techniques, on ne devrait pas faire comprendre plus? C'est peut-être la faute de la personne qui écoute qu'il ne connaît pas ces mots. Mais là, tu es en France, hein, donc tu cherches de la logique dans les discours politiques, tu es mal parti. Ouais, après, il ne faut pas confondre non plus la langue de bois et la vulgarisation. C'est-à-dire expliquer un concept simple. Enfin, pour un politique, ça va être de vulgariser une réforme ou un projet. Faire de la langue de bois, c'est essayer de convaincre que c'est une bonne réforme en expliquant, en dissimulant un petit peu les effets négatifs d'une potentielle réforme. Ça va être plutôt ça, je pense. C'est vraiment une dissimulation d'une partie de sa pensée pour faire passer la pilule un peu mieux.
Monsieur Bertel? Oui, la langue de bois, elle peut être perçue comme langue de bois par l'un des interlocuteurs et pas par l'autre. Je veux dire, dans un message, il y a l'émission et la réception. Hein. Et finalement, dans l'échange, celui qui reçoit le message peut dire, mais finalement, c'est de la langue de bois ce qu'il me raconte, alors que l'autre n'a peut-être pas l'impression que c'est de la langue de bois. Donc, il y a aussi le fait entre comment je perçois le message que je reçois. Hein. Est-ce que j'ai toutes les clés pour le comprendre ? Si j'ai peut-être pas toutes les clés, donc il y a un problème de vulgarisation, parfois je ne comprends pas, il dit mais il me raconte n'importe quoi, alors que l'autre, celui qui émet le message, avait le sentiment d'être très clair. Hein. Donc je pense qu'il faut bien, dans l'analyse de la langue de bois, voir le côté émetteur et récepteur d'un message. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Si, ouais. Oui, Victor, tu veux ajouter ? Justement, en réaction à ce fait du message de l'émetteur, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui, dans cette société qui vérifie tout, qui ne veut plus rien croire, de simplement avoir la foi dans ceux qui nous dirigent, par exemple dans l'entreprise, avoir foi en son patron, voir où il nous mène, et de pas forcément en posant des questions, mais juste à croire en un projet. Ah, ça c'est une belle question pour terminer notre débat aujourd'hui. Je te remercie pour les nôtres. Hein. Monsieur Bertel. Je pense qu'effectivement, pour garder la foi dans la stratégie de l'entreprise, dans les dirigeants, je le redis, il faut pratiquer le langage de la vérité vis-à-vis des collaborateurs. Il faut être sincère, il faut effectivement dire quelle est la réalité de la situation de l'entreprise. C'est ce qui est un facteur clé de mobilisation. Donc, je pense que quand il y a des restructurations qui viennent, quand il y a des moments de tempête, il faut dire la vérité aux salariés pour pouvoir continuer de les embarquer, de les mobiliser. Si vous cachez la vérité, ça tiendra un certain temps. Mais à un moment, la réalité viendra au devant de la scène. Et à ce moment-là, le dirigeant, il perd sa crédibilité. Et je veux dire, la marge de l'entreprise en est affectée. Donc, je crois qu'il faut le pratiquer. Je l'ai vécu dans beaucoup de situations dans mon parcours professionnel, la nécessité d'être clair sur les objectifs, les enjeux, de l'expliquer, de les vulgariser, même si tout le monde ne comprend pas toujours les messages au moment où vous les émettez, parce qu'il n'a pas le même... et ça, c'est peut-être un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que tout le monde n'a peut-être pas les mêmes clés de lecture. Vous, quand vous voyez par arriver des défis de l'entreprise, vous avez certaines clés de lecture que n'a peut-être pas tout le corps social de l'entreprise. Hein. Et donc, si vous, par rapport à cette situation, vous fixez un cap, vous dites la vérité, une partie du corps social peut l'interpréter, mais il ne nous dit pas la vérité, où est-ce qu'on va ? Je ne vois pas très clair. Et donc, mais je suis convaincu que c'est la ligne qu'il faut choisir, surtout dans le cadre d'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, du management participatif, où il faut que le collaborateur aujourd'hui veut comprendre où il va pour bien se mobiliser et adhérer à la stratégie de l'entreprise. Ah, quelle belle idée pour finir cet épisode, que pour combattre la langue de bois, on peut toujours commencer par soi-même. Et ça va être bien. Merci Marion-Jacques Bertel d'avoir participé. Je rappelle aux auditeurs, vous avez été le directeur général adjoint. Directeur général adjoint de la Caisse d'épargne Grand Est d'Europe. Et maintenant, passez à la retraite pour profiter de bon soleil dehors et le reste du temps. Merci beaucoup d'avoir participé dans notre émission. J'espère qu'on a vous illuminé un petit peu plus sur le thème de langue de bois, chers auditeurs. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer dans la discussion sur notre page Facebook. Il n'y a rien à voir. Et merci aussi à mes chroniqueurs pour votre contribution aujourd'hui. Pierre, Victor, Corentin, dernier mot pour notre auditeur ? Quelqu'un ? Non ? Ça rapporte combien d'être lobbyiste bancaire à Bruxelles ? On n'est pas aussi bien payé que les fonctionnaires européens. Très bien. Du coup, sur cette note, merci beaucoup d'avoir écouté Il n'y a rien à voir. Là, je dis d'accord. Et la semaine prochaine sera une surprise pour vous. À la prochaine. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio Il n'y a rien à voir.